Bien le bonjour, on se retrouve pour ce nouvel épisode du podcast Signé. Aujourd'hui, on est avec Anthony. Anthony, je te laisse te présenter, je sais que tu as un parcours incroyable. Let's go. Du coup, je me présente. Hello Anouk. Merci pour cette invitation dans le Avec podcast plaisir. signé. Très très content d'être là. Et Plaisir. dédicace à personne, il fallait être là. Je rigole. Du coup, en fait, aujourd'hui, on va parler de moi, mais on va aussi parler de toi, parce que j'ai un parcours qui est, comme tu peux le dire, incroyable, mais le tien aussi est deep. Et pour parler de moi très brièvement, j'ai commencé setter, je suis passé closer, j'ai géré des équipes de vente, j'ai développé une activité de scaling de business, Wow. et aujourd'hui, j'ai un accompagnement pour aider les closers à passer head of sales. Donc un parcours avec plein de mouvements. Et du coup, un peu comme toi, finalement, parce qu'il y a eu plein de mouvements dans ton parcours aussi. Ouais, c'est clair. Là, on a pas mal de sujets. C'est hyper pertinent ce que tu viens de dire parce qu'on se retrouve sur pas mal de points. Sur la partie commencer au final au bas de l'échelle. Tu vois, tu as commencé par du setting, du closing. Tu es monté, tu as développé une offre. La partie head of sales aussi, franchement, c'est vraiment pertinent. Donc, je pense que ce podcast va être vraiment pertinent et qu'il va y avoir énormément de valeur pour toutes les personnes qui nous écoutent, qu'ils soient infopreneurs, closers, setters, même qui souhaitent potentiellement développer un business ou en phase de scaling. Il va vraiment y avoir du contenu pertinent. Ce que je te propose ce sur quoi je te propose de partir, c'est commencer par le début. Tu m'as dit que tu avais commencé en tant que setter, closer. Tu peux m'en dire un petit peu plus? 100%. Première offre. La toute première offre que j'ai faite, c'était une offre dans le fitness. Ok. Et je pense que le fitness, c'est une des meilleures niches pour apprendre parce qu'il n'y a pas de ROI derrière. Tu vois, il n'y a pas de retour sur investissement financier. Donc, si tu apprends dans la niche du fitness, tu dois absolument aider les gens à avoir une transformation, à voir la valeur, etc. À se faire confiance, etc. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai commencé en 7 heures sur du fitness. Je prenais un cahier, un cahier, un stylo, et je me notais let's go en haut de la feuille. Et ensuite, je mettais des bâtons à chaque fois que je bookais un call. Wow. Et du coup, je passais 150 calls comme ça par jour et je bookais une dizaine de calls. Ok. Et à la finalité, en fait, j'ai développé un muscle tellement solide sur la partie commerciale de contacter les gens, discuter avec eux, en sachant que j'étais électricien avant. Ok. C'est-à-dire que c'était une grosse, tu vois, une grosse Gros transition changement. ultra brutale qui m'a permis de développer un muscle commercial et surtout de dépasser cette barrière, tu vois, de la peur de parler avec les gens, etc. Et ouais, j'ai vraiment commencé comme ça, c'était insane. T'avais peur toi aussi un peu parce que je rencontre beaucoup de personnes, tu sais, même dans la vente, qui me disent moi je suis pas forcément à l'aise, je suis pas confiant, mais toi aussi t'avais cette petite peur avant de te lancer, d'appeler des gens, d'être face en fait à l'inconnu, à l'échec, au rejet. Tu l'avais Ouais, ce petit 100%. truc là toi aussi? En fait, moi, j'avais pas cette peur quand je me suis lancé. Parce que quand je me suis lancé, je suis allé un peu en mode arrogant. En mode, bah, en soi, j'ai de la valeur à leur apporter, c'est moi l'opportunité et eux, ils sont dans le besoin. Et là, c'est vrai, tu vois. Mais je décroche le téléphone, j'appelle, on me dit, je suis pas intéressé, boum, on raccroche. Et là, j'ai commencé à comprendre que c'est beaucoup plus deep que ce que je pensais en amont avant de commencer à passer les premiers calls. Et c'est là où la peur, elle s'est créée finalement. Et tu vois, c'est là où tu vas aller un peu à reculons. J'appelle, j'appelle pas. Et au final, tu vois, c'est une fois que tu arrives à dépasser ça, tu es vraiment dans une condition dans laquelle en fait tu es inarrêtable. Donc ouais, j'avais cette peur, mais je l'ai eu dans la désillusion. Mais c'est trop bien. C'est hyper pertinent ce que tu viens de dire. C'est dur, mais en fait, c'est quand tu te challenges et quand tu passes cette petite peur, en fait, que tu deviens encore plus fort, tout simplement, et que tu arrives à atteindre encore plus des plus gros objectifs, tout simplement. Donc, 7 heures. Ensuite, tu es passé closer, évolution naturelle, que tout le monde ne fait pas d'ailleurs. Et j'aimerais vraiment m'arrêter sur le point head of sales. Parce que ça, tu vois, c'est un truc que beaucoup souhaitent faire. Déjà, peut-être rappeler ce que c'est être head of sales pour ceux Ouais, qui ne savent pas. Ouais, que tu expliques rapidement, sauf si tu veux que je l'explique. ouais, je peux expliquer, après je pense que tu pourras compléter, étant donné que tu en as fait aussi. En fait, ici, Head of Sales, ce que je dirais, c'est d'avoir la capacité d'être en mesure de savoir exactement ce qui bloque dans l'activité pour mettre les bons systèmes en place, système de setting, système de closing, système de qualification pour s'assurer en fait que les leads, enfin, on préserve l'énergie des closers pour faire en sorte qu'ils aient les bons leads dans l'agenda, qu'ils les convertissent et qu'on puisse ramener du cash à la maison. C'est ça. Et le head of sales, ça va être celui qui va gérer tout ça finalement. Totalement. Donc, il permet. C'est une des étapes de délégation que l'infopreneur a pour pouvoir sortir du pôle vente, tu vois. Quand il arrive vraiment à un niveau, ça aussi, on va pouvoir en parler. D'ailleurs, on peut en parler maintenant si ça te va. Toi, d'après toi, à quel moment c'est pertinent du coup d'implémenter des head of sales dans les équipes? Pas au début.
au début. Parce qu'en soi, tu vois, au début, les actions qui ont le plus fort levier dans l'activité, bah, c'est de faire du closing finalement. C'est ça qui apporte du ROI immédiat. Ça veut dire que si tu closes pas dans tes débuts, tu es dans une position dans laquelle bah, finalement, ce qui a le plus de valeur, ce qui rapporte le plus de cash, tu ne le fais pas. Et du coup, tu fais quoi finalement dans le business? Tu vois? Tu te concentres sur le market Mais- comme beaucoup. Beaucoup se concentrent sur le market et se disent bon, ça va suffire. Et se disent vas-y, je vais Mhm. recruter des closers et je vais prendre des head of sales, mais c'est pas suffisant quoi. C'est pas suffisant. Tu vois, C'est il pas faut une bonne suffisant. acquisition. Certes, c'est important de passer du temps dessus, mais avant de pouvoir te dire que je vais déléguer à un closer, valide déjà ton offre. C'est Sors clair. une trentaine de clauses par mois, C'est clair. collecte du cash, tu vois, et crée un environnement dans lequel un closer voudra rester. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Tu vas recruter un bon ou un mauvais closer dans un écosystème dans lequel il n'y a pas de leads, ou encore dans un écosystème dans lequel on ne sait pas c'est quoi le taux de conversion ou combien de cash on peut collecter. Bah, forcément, tu vas recruter un mauvais closer. Oui, Parce que le bon closer, il peut poser ces questions. et sur ça, tu as deux options, justement. Soit tu recrutes, tu sais, genre, je te pars du principe que tu fais 10-15 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à 20-30, tu as quelques appels, tu te dis, bon, je suis un peu frustrée, je suis pas hyper bon en vente, je vais recruter un closer. Je recrute un closer, soit il est extrêmement bon, soit il est pas bon. Et là, tu as deux options. Ok, ça, je l'ai vu dans beaucoup de business, tu me diras ce que tu en penses. C'est que, ok, t'as un très bon closer, il va te dire quoi? Il va voir qu'il n'y a pas de structure, il va te dire, ok, là, il faut mettre ça en place. Si tu veux vraiment scaler, vas-y, je t'aide, on met ça en place. Sauf que toi, tu vas avoir l'impression de perdre du pouvoir dans ton biz, tu vois, et tu auras l'impression de ne pas savoir faire, en fait, ce qu'il va vouloir implémenter. Parce que tu n'auras pas été formé, tu maîtriseras pas cette partie vente, c'est ce que tu disais à l'instant. Et autre option, c'est l'option dont tu viens de parler, c'est de se dire, ok, je recrute un closer, mais je sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais. On tombe sur le mauvais, mauvaise pioche. Et là, on se dit, bon, je vais lui donner des appels, il va prendre ses calls, sauf qu'en fait, on se rend compte, avec les chiffres, il y a que les chiffres qui parlent, qu'il est mauvais, que la conversion est pas bonne, qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires qui rentre. En plus, il y a des commissions qui partent, donc le chiffre d'affaires et la marge diminue. Voilà, c'est ça, tu perds 10% de chiffre d'affaires en plus. Et tu arrives à un stade où tu te dis, bon, je suis pas rentable, je générais plus quand j'étais seule, donc je vais sortir mon closer, je vais soit en recruter un autre, soit je vais me retrouver à prendre mes appels. Je sais pas ce que tu en penses de Et ça, mais bon. je les appelle parce que j'aime pas closer en fait. Ouais, En fait, c'est il y a ça. beaucoup d'entrepreneurs qui se prennent pour des influenceurs. Oui. C'est aujourd'hui, il y a du travail, c'est closé, mais j'ai pas envie de le faire et du coup je délègue. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que finalement, c'est inconfortable de réussir dans le business. Et si tu n'es pas en mesure de pouvoir faire le nécessaire pour que ton activité se développe et avance, en réalité, pourquoi tu lances un business à étiquette? Parce que les premières étapes, c'est là où finalement tu as besoin de cette énergie, ce temps, cet investissement, ce sacrifice pour pouvoir faire en sorte que ça décolle. C'est Et clair. du coup, moi, c'est très important en fait d'avoir ce mindset de OK, dans mon business, je dois être en capacité de pouvoir closer parce que déjà, je vais avoir le meilleur taux de conversion parce que je suis l'entrepreneur finalement. Tu Les connais gens ton ils me offre. font confiance, je suis expert dans mon domaine et finalement, le cap entre le fait que j'apporte de la valeur et que je collecte du cash, c'est simplement le fait d'apprendre à closer. Et T'as si je tout suis pas en résumé. mesure d'apprendre à closer, de me sacrifier, je sais pas, 3 mois, 6 mois pour apprendre le closing, closer mes deals, et ensuite pouvoir penser à déléguer une fois que ça tourne, mais en réalité, pourquoi je fais du business? Moi, c'est vraiment une question que j'aime poser. C'est, tu vois, si aujourd'hui, on te dit que le chemin qui te sépare de tes objectifs, c'est d'apprendre une compétence inconfortable, mais tu sais absolument que si tu l'apprends, tu vas atteindre tes objectifs, tu le fais ou pas? Ah oui. Mais les trois quarts pensent pas comme ça, ils veulent la simplicité. Et il y a aussi le truc où sur le marché, bah en fait les gens te disent, ok, tu te développes un peu, t'aimes pas la vente, vas-y viens on va chercher la simplicité, je te mets des closers en place, parce qu'en fait on va pas se mentir, toi qui as fait du closing et qui est dans le secteur, généralement c'est des mauvais closers qui ont développé un réseau qui disent vas-y je te mets en relation des closers, on structure, tu vas scaler comme ça. Sauf qu'en fait dans les trois quarts des cas ça marche pas. Donc il y a aussi ce truc où sur le marché on te fait croire que ton scaling va reposer sur les closers, mais non en fait, bosse d'abord sur ton pitch, bosse d'abord sur tes process, fais en sorte déjà que ce soit stable quand tu es seul, et une fois que c'est stable quand tu es seul, là, fais en sorte de pouvoir recruter des closers step by step. En fait, c'est pas en ajoutant juste des sales que tu vas scaler, bien au contraire. Et ça, tu vois, c'est pertinent ce que tu viens de dire, parce que moi, je l'ai rencontré quand j'étais head of sales dans une boîte. La personne en question avait une infrastructure avec déjà 2 closers, plusieurs setters, ok. Sauf qu'elle avait 1, 2, 3 appels par semaine, maximum, en prospection, donc en outbound. Il n'y avait même pas d'inbound. Il y avait des CSM, toute la delivery était déjà déléguée. Et en fait, il n'y avait pas d'appel, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Et elle se sentait un peu mal parce qu'elle s'est dit,
bah, je sais pas en fait, ça va pas dans mon business. Mais le truc, c'est quoi? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, en fait, t'as juste structuré à l'envers. C'est-à-dire que toi, t'as déjà mis le rooftop, alors que les fondations sont même pas mises. Déjà, assure-toi d'avoir les fondations dans ton biz, d'avoir du lead, de convertir ces leads-là, et après, gère le reste. Ouais, 100%. Et ça, tu vois, c'est un truc qui arrive trop. Et ce qui s'est passé au final, c'est que le business, elle l'a arrêté, et elle a repris ses appels toute seule. Hmm. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a repris ses appels du coup? Bah, ça a converti parce qu'elle s'est rendue compte de ses erreurs. Et elle s'est rendue compte que bah, il fallait qu'elle se mette dedans, qu'elle convertisse et qu'il fallait restructurer différemment. Tu vois, et qu'une fois Ouais. qu'il y a trop d'appels, là on recrute un closer, on recrute pas un closer parce qu'il y a un peu d'appels et on veut se libérer du temps, quoi. Ouais. Et c'est quoi selon toi la dimension psychologique? Quand je dis psychologique, c'est la dimension mindset de la chose. Quand tu acceptes de faire ce travail qui est inconfortable et ensuite bah, tu te mets à la tâche, c'est quoi la transformation derrière pour la personne? Hyper pertinent. Bah déjà, il y a plusieurs points. Au-delà du mindset, déjà tu développes des vrais skills. Hmm. C'est-à-dire que tu développes des compétences intrinsèques qui te permettent, toi, de les utiliser dans ta vie de tous les jours, tu vois. Et au-delà de ça, quand tu vas vraiment déléguer, du coup on parle de la vente là en particulier, quand tu vas vraiment Mhm. déléguer, comprendre pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne pas, et donc être en mesure de bien manager. Et Hmm. pour répondre à ta question particulièrement sur la partie mindset, bon, moi je pars du principe que quand tu te dépasses et que tu fais des choses que les gens n'ont pas envie de faire, bah, tu as des résultats différents. Tout simplement. Hmm. Tu vois, pourquoi Ouais. 99% des gens n'ont pas de résultats sur le marché? Enfin, je dirais pas ça parce que je pousse un peu la chose, tu vois. Mais pourquoi Hmm. dans le lot des 99% qui n'ont pas de résultats, ceux-là n'ont pas de résultats? C'est parce qu'ils font les choses que les autres qui ont des résultats, que eux ne veulent pas Mhm. faire, tu vois. Ouais, 100%. Mm. 100%. Donc Du moi, coup, ouais, il faut faire des choses qu'on je suis aime. partisan à 100% de ce que tu viens de dire. C'est que finalement, déjà, tu développes des hard skills Ouais. qui vont te servir tout le temps. Peu importe le projet que tu vas lancer, peu importe l'offre, peu importe ce que tu veux faire demain avec ton business, euh, en fait, ces hard skills, ils vont toujours te suivre. Mm. De l'autre C'est clair. côté, il y a cet aspect où tu vas devenir une nouvelle personne. Mm. Bien Parce sûr. que tu seras cette personne qui est en capacité de pouvoir te dire, OK, je me challenge. Mm. Je me challenge pour aller chercher plus de cash parce que finalement mes objectifs ils sont élevés. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans le business et je suis en mesure de pouvoir avoir les moyens de ma politique. Bien sûr. Parce que c'est bien de dire à un closer, ok, je recrute un closer, je lui mets des leads, vas-y close. Mais si toi tu n'es pas en mesure de les closer, en fait, tu sais même pas si tes leads ils sont vraiment closables. Bien sûr. Tu as essayé de closer, tu as closé un lead sur 1000 et là tu te dis ok c'est bon, je vais lancer un Bien sûr. closer et je vais tout arracher. Mais potentiellement que ton offre elle est encore suffisamment alignée pour pouvoir mettre un closer en place. Potentiellement que bah, aujourd'hui tu as des choses à corriger pour apporter plus de valeur. Et ça, tu peux le savoir que quand tu es sur le terrain. Bien Tu sûr. as la capacité d'itérer Bien sûr. rapidement et de pouvoir te dire, OK, là, mon offre, il faut que je la repositionne. Et parfois, tu peux même avoir des surprises. Mm. À l'inverse, je te donne un exemple bête. Après être passé chez une personne comme Anouk, tu vas te rendre compte que tu as un problème différent. Tu vas avoir un taux de closing qui est élevé. Mais quand tu as un taux de closing qui est élevé en tant qu'infopreneur, il y a aussi un piège, c'est de te dire que, bah, en fait, si le taux de closing il est à plus de 70%, 60%, c'est que l'offre elle est trop basse. Mm. Donc tu peux augmenter le montant de l'offre, mais tu ne le sauras pas si c'est des closers, parce qu'ils n'auront pas autant un taux de conversion Bien sûr. autant élevé que le tien. Bien sûr. Et du coup, tu as un manque à gagner juste ici. C'est C'est-à-dire clair. que tu pourrais gagner plus d'argent en augmentant le pricing de ton offre parce que tu sais que tu l'as bien positionné, parce que tu sais qu'elle apporte de la valeur, parce que tu vois le ressenti directement sur le terrain après avoir pris ces compétences-là. 100%. 100% d'accord. Et ce que tu viens de dire, c'est hyper pertinent aussi. Parce qu'il y a le truc aussi quand tu es infopreneur, où, et quand on parlait de head of sales, et on en parlera aussi un peu, quand tu es head of sales et quand tu es infopreneur et que tu as des équipes, moi je conseille généralement aussi de revoir les appels ou même potentiellement de reprendre des appels à certains moments. Tu vois, tu as des chutes de marketing, enfin tu as des chutes en termes de conversion ou quoi des équipes, c'est pas forcément stable. Va sur le terrain, va prendre tes calls, prends 2-3 calls, vois comment c'est. Tu peux pas en fait juste juger les sales aussi sans savoir comment c'est. Là, c'est la même chose. Déjà, toi, assure-toi d'avoir un bon système et n'hésite pas aussi à mettre les mains dans ce qu'il faut pour pouvoir voir si ça va ou pas, tu vois, au lieu de mettre la faute sur les autres. Ça, c'était une petite parenthèse pour les infopreneurs qui ont déjà des closers et qui ont déjà délégué. Je sais pas ce que tu penses de ça. Ouais, non, moi je suis complètement d'accord avec toi. Il faut que tu puisses avoir. Bah, en fait, tu sais pas c'est quoi la qualité des leads qui entrent. Ouais, c'est clair. Si tu sais pas c'est quoi la qualité des leads qui entrent, tu connais pas non plus leur objection. Demain, tu recrutes un closer. Tu vas lui dire quoi? Tu
Je vais dire, ok, bah, fais ce que tu peux. Tu vois, t'as ton Google Bien sûr. Meet, t'as ton Fathom, fais ce que tu peux. Mais si tu viens et que tu dis à ton closer, ok, regarde, moi j'ai closé l'offre pendant maintenant 3 mois. J'ai collecté 20, 30 cas tous les mois avec cette offre-là. Et maintenant, j'ai envie de me libérer du temps pour pouvoir aller faire autre chose dans mon business. Et du coup, les objections qui vont revenir, ce sera telle objection, tu peux y répondre comme ça. Les croyances limitantes, c'est telle croyance limitante, tu vas y répondre comme ça. Déjà, tu te sécurises le fait que même si tu pars, tu sais que le closer qui va te remplacer, il va faire le job correctement et tu sauras lui dire bah, de manière pertinente, ok, là actuellement, c'est pas de ta faute, c'est une chute de lead parce que ce type d'objection, on l'avait pas avant. Du coup, je vais repositionner mon marketing. Et du coup, tu es responsable en fait. Ça te donne suffisamment d'awareness pour mettre l'énergie au bon endroit et aussi expliquer à ta team comment faire de même. Ouais, c'est clair. Et t'as validé tout le produit market fit et t'as tout validé tout ce qu'il y a autour en fait. Tu t'es assuré que ton business fonctionnait bien et donc là tu utilises vraiment la force des closers pour scaler et pas pour développer ton business. Voilà, Il faut vraiment faire la part des choses, moi je pense, entre le scaling et le développement, la structure, enfin la création, le développement et le vrai scaling quoi. Ouais. C'est comme, je recherche un setter. Ouais. En fait, si tu t'entends entre les lignes, c'est je recherche quelqu'un qui va aller me trouver des leads. Ouais, Mais c'est non. ça. Tu vois, souvent quand ils recherchent un setter, c'est je recherche quelqu'un qui va me trouver des leads. Déjà, dans un premier temps, c'est assure-toi d'avoir un volume, assure-toi de pouvoir le convertir, et là tu peux parler scaling. Ne me parle pas de scaling si tu n'as pas de rendez-vous dans ton agenda. Après, pour le setting, moi je suis pas forcément d'accord. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je pense qu'il y a une différence entre les setters et les closers. C'est-à-dire que tu as des setters outbound, c'est pas la même chose que des setters inbound. Et que sur un setter outbound, tu peux très bien le mettre sur un compte Insta ou un compte LinkedIn où tu as testé les process et tu as réussi à avoir des rendez-vous, bien sûr, mais c'est à eux d'aller chercher les rendez-vous, tu vois. Sur du setting, sur de la prospection pure et dure sur LinkedIn, c'est ok, mais les setters sont mieux payés, ils sont payés 10%, pas 5%, comme je l'ai déjà vu. Et c'est eux qui ont choisi, tu vois, on leur dit pas vas-y viens faire du setting, c'est de l'inbound, t'as des prospects qui sont chauds, t'as juste de la qualification à faire alors que derrière tu dois faire de la prospection. Ouais, en fait, moi je suis d'accord avec cette perspective-là, et c'est un peu comme tu me le dis souvent, faire du business comme un pauvre. Ouais, c'est ça. C'est en gros, aujourd'hui, aller chercher des gens en prospection à froid, c'est une bonne chose, ça fonctionne, mais si tu es dans ce mindset-là où tu vas avoir de la croissance, tu dois avoir une stratégie d'acquisition qui attire les leads vers toi. Tu vois. Et de l'autre côté, tu peux combiner, mais en soi, avec une bonne stratégie d'acquisition, tu n'en as pas réellement besoin. Et c'est là où le closing prend encore plus de sens et plus d'impact dans l'activité, de pouvoir se dire, ok, ben là, maintenant que j'ai mon acquisition, en fait, littéralement, les leads que j'ai, je les paye. Et tu vas voir les gens qui vont te dire, ouais, mais moi je suis en organique, je paye pas. Mais la réalité, c'est que tu payes aussi ton monteur. Et le temps que tu as investi. Tu vois. Puisque, en fait, finalement, ton temps a beaucoup plus de valeur que ton argent. Parce qu'aujourd'hui, si tu perds 10K, tu peux les récupérer. Tu peux les refaire le mois prochain, tu peux les refaire la semaine prochaine, tu peux les refaire le lendemain. Mais si tu perds 10 minutes, 10 heures, 10 ans, tu peux pas les récupérer. Tu vois, c'est là où, sur le marché, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, moins sur le B2B, tu vois, mais qui se disent oui, je vais pas réinvestir, etc. Mais en fait, tu réinvestis, tu gagnes du temps. Et ce que tu viens de dire, c'est vraiment smart. Genre, en fait, le temps, c'est la ressource la plus importante. C'est-à-dire que moi, tu sais, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit dans la vie, c'est temps ou argent. Faut choisir. Qu'est-ce qui est le plus important? L'argent, ça vient, ça part. Le temps, ça vient, ça part, mais ça revient pas. Et il m'a dit ça et je l'ai gardé en tête, tu vois. Ouais. Mais carrément, j'ai entendu, moi, une chose dans un podcast. Il a posé une question, je vais te la poser. C'est, si tu as 1 million, est-ce que tu es riche? Alors, si là, tu fais 1 million, est-ce que tu es riche? Ou encore, je vais reformuler la question, est-ce que c'est beaucoup d'argent? Déjà, qu'est-ce que beaucoup d'argent? Et non, moi je pense pas comme ça. Je pense pas que c'est un chiffre sur le compte bancaire qui fait que tu es riche ou pas riche. Moi je pense que c'est où est-ce que tu en es dans ta vie, comment tu te sens, l'évolution, ton cercle, les gens avec que tu fréquentes. En fait, je pense pas que la richesse passe uniquement par ce que tu as sur ton compte en banque. Tu vois, c'est les connaissances, tout ce qu'il y a autour. Ok. Et du coup, en fait, lui, il a corrélé cette question avec le temps. Il a dit en soi, la réponse que j'ai envie de te donner, c'est ça dépend. Parce que si tu fais 1 million en 40 ans, ça fait 2 000 euros par mois.
Et littéralement, tout le monde le fait. Mais si tu fais 1 million en 30 jours, là, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc finalement, Carrément. la richesse, c'est la rapidité à laquelle tu as obtenu les finances que tu as générées. Non, mais oui, ça fait sens. Oui, ça fait sens. Mais après, 1 million pour certains, c'est beaucoup, pour d'autres, c'est rien. Tu vois, tout est relatif. Moi, je pense que dans la vie, rien n'est noir ou blanc, et c'est que des nuances de gris. Et encore plus Ouais. concernant l'argent. Tu vois, tu as des gens, pour eux, gagner 3 000 € par mois, c'est énorme. Gagner 5 000 € par mois, on te dit, mais c'est pas possible. Mais en fait, quand tu es dans le business et que tu commences à bosser, tu te dis, mais 5 000 € par mois, t'es un noob. Tu vois. 5 € par mois, en sachant que je pense qu'il y a quand même du monde qui nous écoute qui est en France. 5K par mois en France, c'est Tu c'est vis pas pas. facile. C'est Tu compliqué. vois ce que je veux dire? C'est compliqué. 5K par mois en France, quand tu es entrepreneur, avec les charges que tu vas avoir derrière, ça représente pas grand-chose, hein. Tu Ouais, vois, déjà, tu parles des charges du business. Si tu as investi, je sais pas moi, dans ta création de contenu, peut-être un monteur, bien sûr. si tu investis un peu dans la publicité, etc. De l'autre côté, en gros, tout le temps et l'énergie que tu vas passer, plus la France de Macron, c'est très difficile. Tu veux aller un petit peu plus sur le sujet de la France et Macron? Non, ça va. Non, ça va aller. Bon, espérons que ce soit plus comme ça Pas de bientôt. problème. Oui, c'est vrai. Bon, ça va, moi je suis plus en France, normalement ça passe sur ma chaîne, ça devrait le faire. Bon, après, de toute façon, Ouais, je crois qu'ils ont des yeux partout. Mais bon, tant qu'on est en règle, c'est bon, ouais, on dira. Mais c'est vrai que le système favorise pas du tout les entrepreneurs. Et tu ouais, t'en c'est rends vrai. compte en fait. Tu sais, hier je discutais avec un ami, parce que moi je suis plus en France depuis plusieurs années. Donc Mm. je maîtrise un peu tout ce qui est société, plutôt montage de société pour de l'immobilier. Je m'en suis plus renseignée que ce qui était auto-entreprise. Parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et en fait, il m'a expliqué que quand tu étais auto-entrepreneur, tu payais l'URSSAF, mais tu payais en plus des impôts. Mm. Mais du coup, l'URSSAF, ça sert à quoi? Franchement, j'en ai aucune idée. Il m'a dit c'est la taxe de la mafia. Mais en vrai, peut-être que je me trompe, hein, tu vois, je me suis pas plus renseignée là-dessus et je reconnais ça. Mais t'es en auto-entreprise ou en société? Moi, actuellement, je suis pas du tout structuré en France. Ok. Donc toi aussi, tu y Ouais. connais rien comment ça fonctionne. On est deux, bon, c'est parfait. Si, en France, je suis salarié. Ok. En France, je suis salarié, je suis en CDI. Peut-être que ça en coupera. Mais sauf si tu veux montrer, ok. Salarié, je suis en CDI. Je t'explique. Dans En ceci, fait, tu fais du moi, je me portage. suis dit, aujourd'hui, ouais, exactement. Aujourd'hui, en France, tu as un levier énorme pour avoir du crédit. Et du coup, je me suis dit, bah, en soi, moi, par rapport à mes valeurs et mes convictions, j'ai pas envie de faire des trucs marécageux, tu vois. Donc, par rapport à ça, j'ai décidé de me mettre en portage. Comme ça, je peux avoir la possibilité de déclarer une partie de mon argent comme ça et être en mesure de pouvoir développer de la dette pour pouvoir investir dans mes projets C'est immobiliers. clair. T'as raison. Mais tu sais, moi, c'est le seul. Pourquoi je vis plus en France, hein, je suis plus en France. Mais par moment, j'ai deux, trois petites piqûres à l'année qui me disent Anouk, l'immobilier en France, c'est bien. Et des fois, j'ai des élans de folie et je me dis allez, je vais créer une société. Et après, je me ravis, j'appelle mon père, il me dit tu sais, je viens de payer, parce qu'il est médecin, il est à son compte, il me dit je viens de payer plus de trois quarts de mon chiffre d'affaires en taxes. Te mets jamais Mhm. en France. Et là, je me dis ok, bon, bah c'est pas grave, on va faire de l'immobilier différemment, on va faire du cash et on va payer en cash. Tu vois. Mhm. Parce que oui, tu peux le faire avec des bons portages, mais toi, du coup, t'es passé par un portage plutôt que de créer une société avec une holding. C'est plus intéressant? Ouais, c'est par un portage. En T'as des soi, leviers. c'est par rapport au timing dans Ok. lequel je peux obtenir mon prêt. En gros, je suis dans cette optique où bah, finalement j'accepte. Par exemple, moi, ce que je me suis fixé, c'est que je déclare 5K par mois. Ok. Et quand je déclare 5K par mois, tu vas comprendre que c'est une dinguerie. Il y a 2 500 € qui partent en taxes. Waouh. Ouais, ça va. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Donc, j'accepte littéralement de cramer 2 500 € par mois à travers la société de portage pour être en mesure d'avoir une situation legit en France. Et à la suite de ça, en fait, sous 3 4 mois, tu es dans une position où tu peux investir dans l'immobilier parce qu'avec 3 4 mois de fiche de paye, bah, tu peux justifier d'un salaire stable, d'une période d'essai qui est terminée et de pouvoir lever de la dette directement Donc, dans l'immobilier en donc France. après, tu peux lever 30% en taux d'endettement et tu pars sur des crédits et du réinvestissement, etc. Mais du Exactement. coup, Après, tu peux aller voir et tu peux aller chercher un peu plus de cash. avec pour objectif derrière de créer une holding pour pouvoir défiscaliser avec une SCI. Avec plusieurs stratégies qui sont assez, tu vois, J'adore ça. assez. Enfin, moi, je suis pas trop dans les investissements immobiliers, on va dire, sur le long terme.
Je suis plus dans un investissement immobilier de type court terme. Ok. Ça veut dire comment je peux faire pour soit flip l'achat que je viens de faire, soit tout simplement avoir un immobilier qui me rapporte beaucoup de cash. Et étant donné que j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup d'infopreneurs grâce à mon activité de scaling, j'ai des entrepreneurs qui sont dans l'immobilier, qui ont des business de coaching à étiquette, Très bien. qui m'aident. Et étant donné que, moi je dis toujours ça, on vend du à étiquette, mais on achète aussi du à étiquette. Bien Et sûr. ça veut dire que tout simplement en mesure de pouvoir te dire, ok, il y a des stratégies de LCD ultra agressives pour aller chercher du 5K par mois en bénéfice sur des locations en courte durée. Et je te parle de bénéfices avant impôt. Et Ok. à côté de ça, tu as aussi des stratégies où tu peux flip des appartements avant même de les avoir tenus dans les mains et de gagner 100 ou 200K sur la transaction. Sur des enchères, non? J'ai mon oncle qui fait ça. Il rachète, bon, c'est pas forcément une bonne chose et je cautionne pas, mais il rachète des appartes et des maisons aux enchères de personnes qui peuvent plus se les payer et il les revend, il les retape, il les revend et c'est comme ça qu'il s'enrichit. Faudrait que je fasse un podcast Ok. d'ailleurs un jour avec lui. Ça pourrait J'aimerais être bien pertinent. savoir en termes d'alignement, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas aligné avec ça? Tu sais ce qui fait que je suis pas alignée? Tu veux que je te dise la vérité? Il est venu Ouais. me voir et tu vas me dire ce que t'en penses, ok? Ouais. Il est venu me voir en janvier quand j'étais à La Réunion pour les fêtes, ou en décembre, je sais plus. Repas de famille, il vient me voir, il me dit, tu sais, moi je suis créole du coup, tu sais, tu vas gagner un coup de fusil parce que tu vends des accompagnements à 3000 € aux gens qui n'en ont pas besoin. Parce qu'ils ne comprennent pas le business en ligne. Et genre pour eux, en fait, ils se mettent dans la tête que tu aides des gens dans le digital, ils atteignent leurs objectifs, c'est du scam, tu vois. Il m'a dit ça, et de l'autre côté, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, bah, je comprends, mais toi, tu t'es quand même enrichi sur d'autres personnes qui avaient plus les moyens, qui ont perdu leur maison, en leur mettant, parce que c'est ça qui se passe, c'est que derrière, tu leur mets des documents où tu leur dis, tu as un avis d'expulsion, tu dois sortir de ta maison, parce que tu n'as pas pu payer, parce que tu t'es divorcé, tu as eu un divorce, il y a eu une maladie, donc tu n'as pas pu travailler. Donc, tu t'enrichis sur le dos de personnes qui n'ont plus les moyens. Bon, après, business is business, mais moi, éthiquement, ça, je peux pas, tu vois. J'ai du mal. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Toi, t'es aligné avec ça? En fait, avec le recul, je sais pas exactement comment ça se fait, mais je me dis, si c'est pas lui qui le fait, c'est Macron qui va récupérer le bien. Oui, c'est vrai. Non, mais je suis d'accord, tiens. Tu vois, dans tous les cas, ils vont se faire expulser. Oui, moi, c'était Après, bon. tu vois, Oui, je sais pas comment ça se passe. Est-ce que ces personnes-là, elles en profitent de cette transaction ou elles ont rien du tout dans l'équation? Je sais pas. Ça dépend de la dette que tu dois avoir. Si ta dette est supérieure à tes biens, tu sais, c'est des hypothèques. Enfin, ils récupèrent tes biens. Donc, si tes dettes sont supérieures à ta maison, bah forcément, tu récupères rien. Hein. Ouais, je comprends. En soi, ça dépend. Je sais pas du tout comment c'est fait. J'ai pas d'avis réel sur la question. Mais à partir du moment où, en gros, c'est legit et que tu vas pas, admettons, je te donne un exemple bête, hein, je vais être extrême. Admettons, tu fais en sorte de pouvoir pousser la personne à déménager parce que tu as envie d'acheter son bien, là c'est différent. Mais si la personne, dans tous les cas, elle a plus de choix, elle a plus de moyens, elle n'est plus en capacité de pouvoir assumer la maison, peut-être même qu'elle squatte la maison, même si c'est sa propre maison, tu la rachètes, en réalité, ça me paraît pas déconnant. C'est vrai. Après, le squat, c'est encore autre chose. Tu vois, parce que après c'est un autre sujet, on va pas s'éterniser là-dessus. Je pense parce qu'on peut en parler pendant des heures. On peut continuer sur le système, etc. Et sur l'inflation et tout, mais c'est pas le but. Moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu m'as dit sur le fait que tu sois du coup arrivé, que tu aies développé un accompagnement en tant que Head of Sales pour permettre au closer du coup de devenir Head of Sales. C'est hyper pertinent. Si tu peux en parler un petit peu plus, comment t'es arrivé à ça en fait en termes d'évolution? Ouais, 100%. Du coup, déjà, c'est parti d'un besoin. C'est que je me retrouvais dans une position dans laquelle j'ai scalé un business, un deuxième, un troisième, et on commençait à me demander en recommandation. J'avais pas encore de personal brand à ce moment-là, mais on commençait à me demander en recommandation, hey, Anthony, est-ce que tu peux gérer ma sales team? Et là, je disais non, 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 non. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, là, littéralement, je perds de l'argent parce que je suis pas disponible. Mais si j'avais quelqu'un qui avait les compétences que j'ai et qui pouvait faire la même chose, je serais en mesure de pouvoir tout simplement prendre une part dans ce gâteau-là. Donc ce que je me suis dit, c'est ok, le prochain mec
qui me demande quelqu'un pour le recruter chez lui en tant enfin, qui me demande que je puisse travailler pour lui en tant qu'head of sales, bah, dans ces cas-là, je vais lui dire, tu sais quoi, je vais te trouver quelqu'un et il va venir chez toi. Ouais. Et je le pitch pour voir comment ça retourne. Et à partir de là, j'ai vu que ça avait très bien retourné. Il me disait, ah ouais, purée, sérieux, tu peux me recruter quelqu'un, je peux me placer quelqu'un. Ah ouais, mais comment ça se passe, etc. Trop bien. Je me suis dit, ah ouais, purée, il y a un marché. Du coup, je suis parti voir de l'autre côté. J'ai parlé à des closers directement et je leur ai dit, ok, est-ce que bah, vous, ça vous intéresse de devenir head of sales? Si par exemple, là, vous avez une mission, vous avez quelqu'un qui peut être placé et que vous gagnez entre 3 à 5 000 euros par mois avec un infopreneur, est-ce que c'est intéressant pour vous bah, tout simplement de pouvoir aller directement dans son écosystème? La réponse, elle était oui. J'ai dit, j'ai l'offre, j'ai la demande. Tu m'aurais fait cette proposition-là il y a 2 ans, je t'aurais dit on signe où? C'est combien on signe où? Tu vas... Mais bien sûr. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, toi et moi, on est hyper complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'arrive en amont où je permets aux infopreneurs, aux entrepreneurs de façon générale, à apprendre vraiment à vendre, tu vois, à développer leur vente, en sachant qu'ils ont déjà de l'acquisition. Toi, tu es là aussi sur la partie acquisition. Et après, une fois qu'ils sont vraiment bons en vente et que tout est scalé, en tout cas qu'ils ont un peu plus d'appels et que tout est processisé, là, de pouvoir donc mettre en place des head of sales. Donc en vrai, il y a une complémentarité en termes d'imbriquage. Et ça, je ne m'en étais pas rendu compte. C'est vraiment pertinent. 100%. D'après toi, à partir de quand un infopreneur commence à avoir besoin d'un head of sales? Quand tu as 2-3 closers, je dirais, tu vois. Sinon, il y a un autre modèle qui est faisable, qui peut être pertinent, je l'ai déjà vu. C'est de recruter un closer head of sales. C'est-à-dire que c'est un head of sales qui se dit vas-y, ou un closer qui a de la compétence, qui se dit vas-y, je vais tout structurer. Je commence en tant que closer, parce que tout est déjà en place. Je l'accompagne, je l'aide à scaler en interne, et au fur et à mesure, je structure la sales team, mais du coup de manière internalisée. Ok, ouais. Du coup, je me posais une question. Tu vois, toi, ton accompagnement aujourd'hui, c'est d'aider les infopreneurs à. Attends. Ton accompagnement aujourd'hui, c'est bien d'aider les infopreneurs à mieux closer leur deal pour, au fur et à mesure, scaler leur activité. Exactement, c'est totalement ça. Okay. C'est leur permettre, en fait, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, en fait, d'apprendre à vendre, de maîtriser la vente, de maîtriser cette compétence essentielle avant de pouvoir déléguer, bien sûr. Ok. Et du coup, par exemple, c'est quoi les cas que tu retrouves souvent chez les infopreneurs que tu accompagnes? Si tu peux me partager un cas concret d'un infopreneur qui pouvait faire plus, mais à cause de son closing, il n'était pas en mesure de gagner plus de tâches. Ouais, j'ai plusieurs exemples sur ça. Tu vois, je connais un infopreneur, il a 10 calls par jour, c'est-à-dire qu'il a de l'organique qui fonctionne à balle. Il arrive, il a une offre à 3 000 euros. Ok. Sauf qu'il allait chercher du 20-30 en collecté. Je me disais, mais c'est bizarre. En fait, tu me dis que tu as 10 calls par jour, je vois les calendriers, j'ai accès à tout, mais derrière, tu n'as personne qui rentre dans ton accompagnement. Et lui, je ne l'ai pas closé pour le coup, parce qu'en fait, il avait un ego, il ne voulait pas se faire accompagner par une femme. Ça, c'était un gros souci aussi. Il s'est dit, vas-y, une femme ne peut pas m'aider. Sauf qu'en fait, le gars, il a 10 calls par jour, il en convertit même pas un. C'est-à-dire qu'il convertit même pas une personne sur 10. Donc ça, c'est un exemple en fait de personnes que je peux accompagner parce que là, concrètement, on bosse sur tes calls, on fait 2-3 analyses d'appel, ok, on revoit ton pitch parce qu'il y avait un souci de pitch, on revoit absolument tout, on te remet dans la bonne dynamique et sur ces 10 appels, tu vas en chercher au minimum 5, tu vois. Enfin, en vrai, en tant qu'infopreneur, non, je pousse un peu peut-être, mais allez, tu vas en chercher au moins 2-3, tu vois. Même plus, sur 10 calls quand même. Et du coup, en fait, genre, qu'est-ce que tu as remarqué qui est le plus redondant en termes de manque dans la capacité des infopreneurs à closer? C'est quoi? Est-ce qu'ils travaillent mal leur pitch, leur discovery, les objections? C'est quoi qui les fait trembler? Enfin, il y a plusieurs points. Premier point, je dirais que c'est qu'ils ont peur, en fait. Tu sais, il y a encore l'image du commercial typique où on est là à devoir vendre quelque chose. On dit, mais moi, Anouk, j'ai peur de vendre, je sais pas vendre, je suis pas à l'aise à vendre. Mais en fait, ce dont tu te rends pas compte, c'est que quand tu n'aides pas des gens, quand tu vas pas jusqu'au bout de la vente, bah, c'est des gens en fait que tu vas pas pouvoir aider avec ton accompagnement. Donc toi, tu es certain que tu peux les aider. Ouais, c'est ça. En fait, tu les laisses dans leur situation. Ouais. Donc des fois, il faut juste mettre son ego de côté et y aller. Donc premier point, c'est cette peur en fait. Réellement, peur, manque de confiance, peur de se vendre, tu vois, aussi derrière. Autre point que je dirais, c'est que... Rapidement, en fait, finalement, si tu es confiant dans ton accompagnement, tu sais que tu apportes de la valeur, tu sais que tu peux transformer quelqu'un, en fait, tu le trahis quand tu te fais passer de l'autre côté. T'as tout compris. C'est ça. Ouais. Donc tu vois, quand on dit, moi, je vais pas forcément forcer, il me dit, je vais réfléchir, je respecte, etc. Mais en fait, là,
En fait, le truc qu'il faut se dire, c'est que si ton prospect te dit je vais réfléchir, et que toi tu te dis ouais, mais en fait j'ai pas envie de me trahir, j'ai pas envie de forcer, parce que chacun est maître de ses décisions, t'es juste en train d'empêcher quelqu'un d'atteindre vraiment ses objectifs et de sortir de sa situation. C'est-à-dire que t'as même pas l'impact que t'es censé avoir en faisant du business. Parce que, tu me diras si t'es d'accord ou pas, mais quand t'es entrepreneur, t'es censé créer de la valeur. Ton but c'est d'aider les gens, tu vois. Si tu veux pas aller chercher jusqu'au bout les choses et que tu fais juste à moitié, ça sert à quoi? Ouais, 100%. Du coup, ouais, cette barrière ouais, j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie de forcer, j'ai pas envie d'être pushy. En fait, finalement, c'est une croyance limitante, c'est une peur en fait. C'est la peur du rejet par exemple. Et en gros, si tu dépasses pas ça, mais finalement, t'apportes pas de valeur à une personne tant que tu l'as pas closé. Totalement. Parce que tu apportes de la valeur, tu la transformes une fois que tu l'as closé. Et ça, c'est un hyper bon point sur lequel c'est un hyper bon point que tu soulignes. Et c'est le deuxième point que je vois beaucoup trop. C'est des infopreneurs qui pensent qu'un appel de closing, c'est un appel de coaching. Et qui pensent qu'en apportant de la valeur aux prospects, ils vont les closer. Ils vont leur permettre de passer à l'action. Alors que pas du tout, tu vois. Genre, c'est pas en donnant des tips, en lui expliquant ton accompagnement, en lui expliquant exactement ce que tu fais dans tout l'appel et dans toute la découverte, que lui va passer à l'action, bien au contraire. C'est ça. Beaucoup trop, en fait, vendent des véhicules et vendent ce qu'ils font, vendent leurs skills, alors que ça marche pas. Ouais. En gros, c'est le professionnel qui va te vendre son expertise avec les mots techniques. Mais en réalité, toi, tu as envie d'aller à la destination finale. Au-delà de cela, au-delà de vendre avec des mots techniques, les infopreneurs sont convaincus, la plupart du temps, qu'en conseillant, en coachant dans l'appel, mais je te parle pas du pitch, etc., ils vont permettre donc à la personne de se positionner, à se dire « Waouh, c'est vraiment le meilleur accompagnement ». Mais en fait, si tu lui fais pas se rendre compte que sa situation actuelle est loin de sa situation désirée, qu'il y a un écart entre les deux et qu'il a besoin de toi, si tu lui donnes des solutions et que tu le coaches, il va juste avoir sa dose de dopamine, il va te dire « Bon, merci beaucoup, j'ai eu toutes les informations, je vais le faire par moi-même et je te laisse ». Et du coup, en gros, je pense que ça peut aider, mais comment il faut faire en fait pour aller en profondeur dans les douleurs d'une personne plutôt que de le coacher? Comment on fait pour créer un déclic chez la personne qui lui donne envie d'acheter et pas juste de se dire ah ok c'est bon je peux le faire tout seul et je repars de l'autre côté? Ouais, poser des questions et pas hésiter à rebondir. Ça je le vois trop souvent aussi, tu sais, t'as un point, un pain point hyper important. En fait tu sens le pain point, tu touches à peine la douleur et en fait tu te dis ok mais j'ai pas envie d'aller là-dedans, t'as peur et du coup tu passes à la question suivante. Et tu passes sur un autre sujet. Mais quand tu sens qu'elle a peur. Ce matin, j'avais un client à moi qui me disait, mais mon prospect, j'ai écouté un appel, son prospect lui disait en gros, moi, j'ai un manque de confiance énorme. Je me sens mal devant les gens. Je suis pas à l'aise. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps que t'es pas à l'aise? Ou plutôt, il lui a dit quelque chose encore plus à l'opposé, tu vois, en lui disant, je sais plus ce qu'il lui a dit exactement, tu vois, mais genre... Ouais. En fait, il est passé sur un truc, genre, ça avait ni queue ni tête. Parce que du coup, moi, j'ai la logique où je rebondis forcément sur les questions. Et c'est ce truc où, en fait, ils vont pas chercher assez deep. Va chercher la douleur, va creuser ça. Parce qu'en fait, le truc, c'est quoi? C'est que pour un close, ça, on va le rappeler, il faut que ton prospect conscientise, fasse une image de sa situation actuelle. Qui se visionne, tu sais, de haut. Et qui voit, qui projette là où il veut aller. Qui voit la version idéale. Et qui se rende compte que cette personne, elle est pas juste là. Elle est pas juste là-bas. Elle est vraiment loin. Et plus il va se rendre compte qu'elle est loin et qu'il a besoin de ton aide pour y aller, plus il va passer à l'action. Et ça passe par creuser. La douleur, on le dit souvent, mais c'est le cas. Est-ce que tu peux me montrer un exemple concret? Tu vois, là, j'ai envie qu'on donne vraiment de la valeur aux gens. Vas-y, vas-y. Tu vois, un exemple concis, où tu vas montrer une mauvaise manière de rebondir sur une douleur, par exemple, et une bonne manière de rebondir sur une douleur. Du coup, moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai 20 kilos en trop et je me sens assez mal à l'aise, en fait, par rapport à ça. Ok, tu me dis mal à l'aise, c'est-à-dire, t'entends quoi par mal à l'aise? En fait, j'ai du mal à me regarder dans la glace. Waouh, comment ça? Est-ce que tu peux détailler un petit peu plus que je comprenne, s'il te plaît? En fait, quand je me regarde dans la glace, je ressens que finalement, c'est pas le corps que j'ai envie d'avoir. Mais en fait, plus que ça, c'est que ça devient handicapant au quotidien. Handicapant au quotidien? Dans quel cadre de ta vie c'est handicapant? En fait, après 4 étages, je suis complètement épuisé. Ok. Et là, en fait, c'est comme ça, on approfondit, c'est-à-dire que on creuse. Là, tu me dis, par exemple, après 4 étages, je suis complètement épuisée. Et là, je reviens sur, ok, toi, tu as conscience que tu es complètement épuisé. Soit je pars sur, d'accord, ça fait combien de temps que toi, tu te sens comme ça? Dans ce cas-là, je vais chercher le constat de la situation actuelle. Soit je vais creuser encore plus sur comment tu te sens, toi, de ne pas pouvoir monter 4 étages et de te sentir épuisé.
Ok, Donc ouais, super. c'est Et le du coup, petit. tu vois, là, je vais te poser une question comme si j'étais un infopreneur. Vas-y, go. Ouais, mais Anouk, si je fais ça, la personne elle va me trouver intrusive. Elle va me trouver intrusive ou méchante de retourner le couteau dans la plaie. C'est déjà douloureux pour lui, pourquoi je vais aller retourner le couteau dans la plaie? Pourquoi tu penses que c'est douloureux pour lui? Enfin, pourquoi tu penses que tu devrais pas le faire et que c'est intrusif? Hmm, bah parce que je me dis que en soi, c'est déjà douloureux en fait. Ok. Le gars, il me dit qu'il n'y arrive pas, il est épuisé. Après 4 étages, il n'en peut plus. Et moi, je suis là et j'essaie de gratter. En fait, je trouve que ça fait très commercial, manipulateur, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que c'est ton prospect ou c'est toi qui a fait la démarche de réserver un rendez-vous et de prendre un rendez-vous? Bah, c'est mon prospect. Ok. Je vais te faire une métaphore toute simple et une comparaison. D'accord? Quand tu vas chez le médecin, c'est toi qui Hmm, fais la démarche d'aller chez le médecin. Parce que tu sais que tu en as besoin et tu sais que tu as un souci, tu sais pas c'est lequel. Tu as besoin de l'identifier et ouais, tu as besoin de le résoudre. hmm, Le médecin, disons que tu as une gastro, il va te poser des questions, peut-être intrusives. hmm. Mais c'est toi qui as fait la démarche d'aller chez lui parce que tu sais que tu as une problématique et tu as besoin d'avoir une solution. Là, c'est Ouais, exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut ok. que tu te mettes dans la posture du médecin, du professionnel, ou si tu veux avoir un retour constructif et avoir vraiment une solution, il faut te livrer. Donc toi, il ne Hmm, faut pas avoir peur de poser des questions parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourrais identifier la solution. ok, Ça, c'est c'est le comme ça que premier. tu le. Ouais. En fait, là, c'est pour que, en tant En qu'infopreneur. coaching, ça arrive? Quoi? Ça arrive en coaching, ce genre de questions? Non, 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 du tout. Du tout, du tout. Hmm, Mais ça, c'est si on me demanderait, si on me demandait, tu vois, tu te mets dans la peau en fait d'un médecin. Parce que pour moi, hmm, un closer ou un infopreneur, t'es professionnel, on vient te voir. Tu l'as dit en début yeah, d'appel, c'est hyper pertinent. Moi, j'étais dans le mindset où c'était les gens qui venaient vers moi. Là, c'est la même hmm, chose. Mais au-delà de cela, tu vois, euh, il faut garder en tête que oui, c'est ton prospect qui vient en fait. ouais, Ce que je veux dire. 100%, ouais, j'ai capté. En soi, ouais, parce que tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des closers, hein, même des closers, qui me disaient, ouais, mais je trouve que c'est intrusif et tout. Et en gros, Ah, je sais que justement, tu vois, il y a cet aspect où finalement, la raison pour laquelle ils sont encore dans cette situation, si je peux apporter ma perspective sur ça, c'est que bah, finalement, il n'y a jamais personne qui leur a dit la vérité sur le fait que leur situation elle est douloureuse et il faut que ça change. Ou en tout cas, il n'y a jamais personne qui leur a permis de le réaliser. c'est ça. Et ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a 3 niveaux de questionnement dans le closing. C'est que bah, aujourd'hui, le premier niveau de questionnement, c'est la surface que tu peux dire à tout le monde. Ouais, je m'appelle un tel, je fais ci dans la vie, etc. Le niveau personnel, c'est bon, aujourd'hui, je travaille là-bas, je gagne tant. Ça, c'est des choses que tu n'as pas vraiment envie de dire à tout le monde, tu peux dire à tes proches. Il y a le niveau émotionnel que tu dis même pas à ta femme ou à ton mari parfois. C'est bah, je me sens frustré, je me sens vraiment comme un moins que rien, un bon à rien, etc. Et tout ça là, ce niveau émotionnel que tu caches, à toi ou à d'autres personnes, bah, personne t'en parle. Ah, c'est clair. Personne va aller aussi profondément avec toi et personne n'est en capacité de pouvoir tout simplement te créer un déclic en te mettant des mots dessus. C'est ce que j'allais ajouter, je savais plus, j'avais perdu le fil de mon idée, mais ça c'était le côté Mm, infopreneur, tu vois, pour que eux puissent se mm, projeter en termes de posture. Mais oui, en fait, le truc c'est que, pour compléter ce que tu viens de dire, pour que quelqu'un passe à l'action, il faut qu'il ait conscience de sa situation actuelle. Et si toi, tu rentres pas deep, il va pas se rendre compte de sa situation. Et donc, il mm, aura juste une envie interne ou un petit truc, tu vois, mais si tu mets pas de mots dessus, ça va pas pouvoir faire réagir dans le cerveau qu'il mm. faut passer à l'action. Tu vois. Ouais, 100%. Ça permet juste d'établir un vrai diagnostic, parce que sinon, t'as pas la vraie problématique. Après, j'ai envie de te dire aussi, on va mettre la chose en comparaison avec le prix des accompagnements. Quand tu es sur un programme low ticket ou middle ticket, t'as pas besoin d'aller autant deep. Mm, Plus tu augmentes en prix, plus c'est important dans leur vie, dans leur business ou qu'importe, plus il faut rentrer deep. Parce que si tu rentres pas deep, bah, il va pas se rendre compte en fait de l'écart entre cette situation et l'autre situation. Et plus tu rentres deep, mm. plus tu crées un écart. Ouais, Donc je pense qu'il y 100%. a aussi un aspect de high ticket, parce que sur d'autres Ouais. prix, t'as pas besoin, tu Ok. vois. J'aimerais rebondir sur un truc. Là, ce que tu m'as dit, c'est ultra pertinent et ça m'a amené une question. C'est en fait basé sur ce que toi, tu mets en place. Par exemple, c'est quoi les résultats que tu as pu apporter dernièrement à des entrepreneurs? Ouais, j'ai eu plusieurs infopreneurs. Là, par exemple, j'ai un infopreneur, il faisait 3 000 € en collecté par mois. Mm, Et on a juste revu son process, mis un peu de nurturing aussi en place.
on a revu ses appels de closing, il est passé à 30 000 euros de collecté le mois d'après. Ok. Ça, Juste c'est des appels. en un mois. Ouais, bah bien sûr. Ok. Parce qu'en fait, il avait le volume d'appels. Et c'est ça dont ils se rendent pas compte. C'est que quand tu as le volume d'appels, mais que tu es mauvais en conversion, bah, il suffit juste de booster ta conversion sans faire plus d'acquisition et tu scales automatiquement. Tu vois. Ok. Et j'en ai d'autres des infopreneurs comme ça. Il y en avait une en particulier, elle faisait 3 000 euros. On a mis des process en place. En une semaine, elle allait chercher 30 000 euros. 3 000 euros par mois. Ok. Et 30 Et 000 elle a euros passé sur la 30 semaine. en une semaine. Oui. C'est quoi, c'est un funnel webinaire, c'est quoi? Non, elle avait un funnel en prospection, mais en fait, on allait taper dans le Ah, frigo. C'est-à-dire que, et ça c'est un autre point, c'est que beaucoup de personnes en fait sous-estiment les relances. Tu vois, je connais trop de gens qui me disent oui, moi c'est bon, j'ai des relances, mais je vais pas les faire. S'ils sont pas passés à l'action, ils passent pas à l'action. Ouais, mais en fait, tu te rends pas compte qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui dorment, que la personne te connaît, a déjà émis un intérêt. Donc en fait, il y a rien de plus facile que enfin, c'est plus simple de faire ça que de convertir un prospect froid qui vient juste d'un nouveau funnel d'acquisition, tu vois. 100%. Tout à l'heure, j'étais en coaching avec une de mes élèves et elle m'a fait un prospect infopreneur qui ne calculait pas du tout ses opt-in. Oh. C'était un prospect infopreneur qui se disait ouais, ben en soi, moi, les rendez-vous, ils sont bookés en automatique et ceux qui n'ont pas booké de rendez-vous, ça veut dire que c'est des leads poubelles et je les touche pas, tu vois. Et en gros, quand on en discutait, j'ai reframé mon élève sur ça. C'était un prospect, tu vois. Et à partir de là, en fait, pourquoi je parle de ça, c'est parce que finalement, je pense qu'il y a aussi cette dimension que tu apportes, c'est la compréhension du fait que aujourd'hui, il y a des relances qui sont possibles, il y a la possibilité d'augmenter son taux de conversion, et c'est pas juste je subis finalement mon trafic. C'est même quand parfois ton trafic peut baisser, ça arrive, mais il y a quand même la possibilité de pouvoir aller taper dans ton frigo, comme tu dis, pour collecter du cash et te mettre dans une position où même quand le trafic est ralenti, tu peux continuer à générer des revenus pour ton activité, tu vois. Ah, c'est ça, tu vois, là j'ai un client, il m'appelle, il me dit Anouk, j'ai plus de volume en lead, j'ai plus trop de leads. Moi, c'est pas mon expertise l'acquisition, tu vois, c'est vraiment la conversion. Et je lui dis ok, mais t'as combien de personnes dans ta pipe? Il me dit plusieurs centaines. Je fais d'accord. Et t'en fais quoi de ces prospects? Il me dit je sais pas, ils sont pas revenus, je les recontacte pas. Je fais tu sais quoi, donne-moi ta liste, je les appelle. J'en ai appelé, j'ai replacé 5 rendez-vous sur 10. Tu vois, dont certains qui payent là direct. C'était juste une question un peu de logistique, mais je lui ai montré, je fais regarde, tu rebookes du call, après tu les reconvertis, tu traites les objections, tu leur donnes une bonne raison de venir au rendez-vous, tu vois, et tu les closes, tout simplement. Mais ça, c'est de l'argent que les gens sous-estiment, tu vois. Et petite parenthèse, pourquoi moi j'ai déjà quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit Anouk, en Afrique du Sud, moi j'arrive pas à dépasser les 2 000 euros en tant que closer. Comment tu fais, toi, pour être toujours 4, 5, 6, tu vois, sur une offre à 1 500, 2 000, je précise, en termes de panier. Et je dis, mais plutôt, qu'est-ce que je fais de différemment que toi ou qu'est-ce que toi, tu ne fais pas? Et après avoir réfléchi, je lui ai montré donc ce que je faisais et je passais tous les débuts du mois ou fin du mois à rappeler tous les prospects des mois précédents. Ok, t'en es où? Mais je disais pas comme ça, tu vois. Mais en gros, c'est ok, t'en es où, nanana, ou faire du follow-up qu'on appelle croisé, donc avec d'autres personnes. D'ailleurs, ça, je sais pas si tu connais ce tips-là, mais c'est vraiment pertinent. C'est-à-dire que tu prends une équipe, 2-3 personnes ou autre, ou juste 2 personnes, ça suffit, et chacun appelle les listes de prospects des autres. Et tu te fais passer pour un... C'est un nouveau numéro, c'est une nouvelle personne, et tu peux potentiellement obtenir des infos. On en parlait ce matin en coaching. Pas que. Pas que. Oh, dis-moi. Ce que tu fais et ce que moi j'aime bien faire, c'est être chargé de qualité. C'est-à-dire que tu te mets pas en poste de closer. Je suis pas sales, moi. Je suis pas coach. Moi, je suis quoi? Je suis chargé de qualité. C'est-à-dire que, bonjour Anthony, j'espère que tu vas bien. Je suis Anouk, chargée de qualité chez XYZ. Moi, je suis dans cet appel pour savoir comment l'échange s'est déroulé avec Tania, par exemple, que tu as eu il y a 2 mois. Ok? Ok, trop bien. Est-ce que tu peux mettre une petite note, parler un peu de l'échange? Donc, tu baisses la garde. Généralement, ils échangent plus. Et là, concrètement, tu lui dis ok, parce que généralement, elle va te dire tout était très bien. Si tout était pas bien, tu as des critiques constructives à faire à ta sales team, et donc ça, c'est génial. Tu vois. Donc, c'est aussi 2 en 1. Et si tout était très bien, ok, donc j'imagine que tu as signé, que tu es dans l'accompagnement. Comment se passe l'accompagnement? Ah bah non, je suis pas passée à l'action. Ok, t'es pas passé à l'action. Pourquoi t'es pas passé à l'action? Et là, tu rentres dans du traitement d'objection et ça signe. Ouais, ça signe. Et ça, c'est très bien pour les upsells aussi. Tu vois, ce matin, on en parlait en coaching avec une closeuse. Et moi, c'était plus dans un contexte dans lequel
la closeuse, elle est allée jusqu'au bout avec la prospect, Mm. et la prospect, elle répondait plus après. Ouais. Et du coup, elle m'a posé la question, c'est comment je peux faire? J'ai dit, tu sais quoi? Non, c'est elle qui m'a proposé, elle m'a dit, hey, tu sais quoi? Je pense que ça peut être intéressant que moi, je rappelle les leads de l'autre closeuse, Tiens. et qu'elle, elle rappelle mes leads. Comme ça, je suis en mesure de pouvoir tout simplement aller collecter du cash potentiellement, ou savoir, et peut-être qu'elle reviendra dessus, parce que bah, quand tu es un closer, finalement, tu vas mettre un peu de tension dans l'appel, tu vas aller bousculer un peu les gens. Et comme les gens ils sont bousculés parfois, bah, ils n'ont pas forcément envie de te dire les choses. Ça, c'est les closers qui vont bousculer de la mauvaise Qui manière. sont pas des Mais, closers. tu vois, et c'est important de pouvoir, en gros, créer ce déclic chez la personne, mais aussi d'avoir la finesse de comprendre quand tu sais que le deal il va pas pouvoir se faire là, et de savoir replacer un R2. C'est important aussi. Et du coup, Totalement. la finalité, c'était bah, rappelle-la, présente-toi en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Tu vas potentiellement tomber sur l'objection et tu pourras la reframer toi. C'est un vent frais, c'est une nouvelle personne et tu peux la closer derrière. Soit tu la closes, soit, et parce que ça c'est aussi un truc qu'on va voir juste après dont j'aimerais parler, soit tu la closes, soit directement tu replaces un R2 avec une vraie visio avec la personne même, parce que du coup s'il a déjà eu ce closer là, moi je pars du principe que si tu as passé plusieurs semaines, plusieurs mois à faire tes follow-up, c'est pas parce que tu fais un follow-up croisé qu'on va partager la com. Il y a aussi ce truc de cher, tu vois. Tu le replaces sur le calendrier du closer où tu lui dis d'envoyer un message et généralement il recontacte. Et du coup, ce que tu viens de dire sur les R2, c'est hyper smart. Parce que tu sais, j'en vois beaucoup là sur les réseaux qui te disent ouais, il faut toujours closer en R1, en pif, etc. Oui, dans l'idéal, je suis d'accord. Mais quand c'est pas possible, des fois, tu peux le faire différemment. Et ça dépend aussi des structures. Tu vois, moi, je sais pas si tu avais vu cette vidéo là, j'avais fait une vidéo sur le process, je pourrais peut-être la mettre, même si c'est sur mon autre chaîne. Sur le R1, R2, j'ai testé chez un client que j'avais, industrie B2B saturée, produit market fit pas trop validé. Vraiment compliqué, à peine break-even sur les ads, full prospection, c'était rush. Et en R1, impossible de closer, taux de conversion catastrophique. On a mis un process R1, R2. Tu sais, c'est passé à combien de pourcents de taux de conversion? Tu vas pas me croire. Combien? 70, minimum. Wow. En moyenne, ça dépendait des closers. Ouais. Pourquoi? Parce que tu étais sur une niche B2B, où tu étais avec des boîtes très traditionnelles qui avaient besoin de prendre du temps, tu vois, avec plein de décisionnaires. Et en fait, tu avais la possibilité entre le R1 et le R2 de nurturer, et tu as la possibilité de rassurer la personne, d'augmenter la confiance et de réunir tous les éléments pour que le close se fasse en R2. De valider, de tie down sur la prise de décision, etc. Ce qui fait que les personnes sont vraiment qualifiées. Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'infopreneurs en B2B qui ne closent pas à cause de leur mauvaise maîtrise de leur cycle de vente? Oui, certain. Okay. C'est certain, parce que t'en as qui... En fait, on a tous des avatars différents. Tu closes pas sur du B2C, sur du B2B des manières. Quand on te dit close en R1, va chercher en pif. Tu sais, là, il y en a un sur les réseaux, il est drôle. Il a dit, c'est le premier qui le fait pas et qui close mal, mais c'est pas grave. Il a dit, faut closer en pif, sinon il faut augmenter le prix, expliquer que quand tu payes pas en pif, bah tu seras pas payé directement, tu n'auras pas accès à tout l'accompagnement. En fait, ça dépend des offres. Tu es sur du B2B. Moi, je suis une businesswoman, tu viens me voir, tu me dis, bah si tu payes pas ce soir, bah ça te rajoute 1500 €. Je vais te dire, ok mon coco, bah ciao. Il y en a d'autres sur le marché. Ouais. Tu vois, faut s'adapter à l'offre derrière. Ouais. Et c'est ça, je pense aussi un bon closer. C'est qu'il faut s'adapter à la personne que tu as de l'autre côté. Tu as des gens, quand tu vas tout leur expliquer dans le process, etc., ils vont te dire, mais je m'en fiche, arrête de me parler, donne-moi le prix, je te paye direct. Ouais. Tu vois. Et tu as des personnes qui auront besoin d'analyser tout, de tout comprendre. Et être vraiment smart et être bon en closing, c'est avoir cette capacité dès le début, dès le brisage de glace cadrage, de comprendre. Avec qui tu parles? Avec qui est-ce que tu parles? Ouais, 100%, je suis complètement d'accord avec toi. Tu vois, il y a cet aspect où, finalement, en gros, le cycle de vente, c'est tout un game. Et je pense que c'est négligé. C'est que, forcément, tu vas avoir ce mindset où tu veux closer en pif sur le R1. Mais si tu es en mesure de pouvoir te dire que, en gros, et surtout comme tu l'as dit tout à l'heure, avec un process où il y a des décisionnaires, etc., bah, parfois il faut d'abord rencontrer le premier associé pour pouvoir réunir le deuxième, etc. Et rien que pour ça, tu peux perdre énormément d'argent. Par exemple, je sais qu'il y a une des clientes dans l'agence de scaling, en gros, elle vend
En fait, si tu veux, par rapport à son pricing model, elle a une offre qui est à 15K, Ok, sauf qu'elle ne collecte jamais 15K en pif sur l'appel. ok. Ça arrive, mais c'est rare. Sinon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un acompte Ouais, bien et sûr. le reste, il est financé dans le crédit parce que c'est un investissement immobilier. Ok. Et ça veut dire que bah, va potentiellement prendre un acompte de 2K à 3K et les 12K, ils sont payés en pif dans le C'est crédit. ok. Et en fait, avant de faire ça, elle n'avait pas du tout de conversion. Et une fois qu'elle a fait ça, ça prenait un peu plus de temps. Mais si tu n'es pas en capacité d'avoir un roulement, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies un business qui est un minimum solide. Si tu n'es pas en capacité d'avoir un roulement, c'est compliqué. Et au fur et à mesure, avec la trust, avec finalement la crédibilité qu'elle a développée sur son offre à étiquette, ben là, elle commence à collecter de plus Ouais, en plus de pistes. bien sûr. Parce qu'il faut aussi réfléchir en fonction de ton contexte. Bien sûr. Si tu sais que dans ton contexte actuel, Bien sûr. les prospects ils sont sceptiques, ils sont pas encore prêts, Bien tu n'as sûr. pas encore mis toutes les choses en place pour montrer patte blanche, mais il faut que tu sois stratégique et créatif. Et c'est la raison aussi pour laquelle tu dois te faire accompagner. Bien sûr. Parce que quand tu vas regarder un truc sur YouTube, alors que c'est pas adapté à ton business, Ouais, à c'est ta vrai. situation actuelle, et tu te rends compte que ça close pas, tu te dis ouais, mais en fait, c'est le mec il est nul. C'est pas que le mec il est nul, c'est qu'aujourd'hui, une information sans implémentation, ça vaut absolument rien. Et c'est la raison pour laquelle, tu vois, je trouve que ce que tu fais, c'est pertinent, dans le sens où aujourd'hui, tu leur apportes et l'information et l'implémentation. Bien sûr. Parce que de toute façon, information sans implémentation, ça sert à rien. T'as tout sur YouTube. La chose qui compte, et c'est hyper smart ce que t'as dit, c'est de savoir ce qui, moi, colle à mon business, à quel moment. Tu Ouais. vois, c'est ça qui compte. Et ça, ChatGPT, c'est pas de le faire. Malheureusement. Non. Tu vois, et heureusement pour les coachs. Mais tu vois ce que tu viens de dire du coup sur les paiements plans, ça c'est smart et j'aimerais rebondir là-dessus parce que je pense aussi que c'est un problème de mindset, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se disent je veux à tout prix des pifs, ouais let's go, allons chercher des pifs. Moi à l'époque il y avait des primes quand j'étais sales de plus 500 € quand t'allais chercher les 5 pifs. Je faisais tout pour aller les chercher. Mais après, quand t'as des paiements en plusieurs fois, tu vas pas te rater des clauses parce que t'as des paiements en plusieurs fois qui passent. Tu prends, ça te fait un frigo, ça te fait du recurring pour le mois d'après. En fait, je pense qu'il faut il faut avoir plusieurs. Être multicarte et savoir jouer sur tous les terrains. Avoir un peu de récurrent pour tes mois d'après et avoir aussi des pifs. Tu vois, savoir faire les deux. Et ça, c'est des choses des fois que les gens n'arrivent pas à faire. Ils sont trop dans l'urgence de vouloir pif, pif, pif. Paiement dans l'appel, ouais, let's go, allons chercher un paiement. Mais si tu vois que c'est pas faisable pour diverses raisons, force pas, sinon tu perds un lead. Tu perds un close, tu vois. Pour qu'on soit d'accord, j'aimerais bien que tu élabores les raisons pour lesquelles tu acceptes un paiement plusieurs fois. J'accepte un paiement plusieurs fois, de la part de mes clients et même moi, uniquement quand j'ai validé qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. C'est-à-dire que c'est pas moi dans l'appel qui vais dire ok, là tu as un paiement en 4 fois, viens payer en 4 fois. Non. C'est ok, déjà est-ce que le véhicule est bon? J'isole le véhicule, je traite toutes les objections. D'accord, tu me dis que tu n'as pas le budget, etc. On va chercher. Est-ce que c'est une question de tu veux être certain d'avoir ton ROI ou pas? Parce qu'il y a aussi ce truc, c'est est-ce que peut-être qu'il veut pas mettre toutes les billes parce qu'il n'est pas certain d'avoir son ROI. Donc vraiment, tu valides le véhicule. Une fois que le véhicule est validé, là, tu déballes. Et là, tu arrives au stade où soit tu as les objections, confiance, et c'est pour ça qu'il te dit encore qu'il a peur, soit il a vraiment pas le budget. Dans ce cas-là, ok. Là, si tu me dis que tu veux vraiment le faire et que tu es vraiment engagé, tu as quoi comme solution? Tu proposes quoi comme solution? Bah moi, je sais pas, là, je peux mettre 150 € par mois. Ou pas sur du B2B, tu vois, mais je te pousse la chose. Tu vois ce qu'il y a, ok, moi je peux pas sur ça. Toi, c'est quoi ton budget le plus important? Je veux pas que tu manges pas, mais je veux quand même que tu te challenges. D'accord? T'as combien sur tes comptes là? Allez chercher. T'as combien? Compte pro, compte perso. Ok, tu me dis que tu veux le faire, viens, on se pose ensemble, on trouve une solution. Et tu trouves la solution la plus adéquate. Si là, genre 1000, 1500 € ou même moins selon le prix de l'accompagnement, tu vas chercher le dépôt. S'il veut faire un crédit derrière, qu'il aille faire un crédit. Tu vois, moi ça m'est déjà arrivé, il y a des gens qui ont déjà financé avec des crédits. Ça dépend, tu vois. Je m'adapte au prospect, genre. Je te rejoins sur le fait de ne pas offrir un paiement à plusieurs fois à une personne qui peut payer en one time. Bien sûr. Juste parce qu'elle a peur, ou juste parce que tu n'as pas bien validé, verrouillé en fait finalement la confiance dans le véhicule, la confiance en toi, la confiance en elle. Et le fait qu'aujourd'hui, elle ressent que c'est bien ça qui va l'amener à atteindre les résultats. Parce que finalement, pour moi, le paiement en plusieurs fois, c'est une fleur. Bien sûr. Tu vois, et c'est pas une manière de dire. Il y a beaucoup de gens qui vont dire alors, je te fais une fleur, hein, parce que normalement, je le fais pas. La majorité de mes clients, ils payent en. Non. En fait, c'est vraiment une fleur dans le sens où aujourd'hui,
littéralement, tu démarres avec un montant. Tu démarres, admettons, ton offre elle est à 3K et que la personne a démarré à 1K. Tu démarres avec le tiers du montant d'une personne qui a payé en pif, Bien mais sûr. je te donne la même énergie. Et oui, ça je suis d'accord. Mais il y a Et un... du coup, c'est vraiment mon cœur, tu vois. Ouais, c'est clair. C'est clair, déjà c'est pas juste, mais au-delà de la question de justice, ça se reflète en fait sur leurs résultats perso. Parce que moi au final, tu 100%. vois, je suis payée, dans tous les cas ça pose pas de problème. Tu payes pas jusqu'à la fin, bah t'as plus les accès. C'est pas ça le souci, c'est qu'il y a des études qui ont été menées, j'ai plus les chiffres exacts, mais lorsque tu payes en plusieurs fois, t'as beaucoup moins de résultats quand tu payes en une fois. Moi, Ouais. l'accompagnement de closing, je l'avais payé en une fois, full, t'inquiète, Ouais. qu'en 3 semaines j'étais certifiée, je commençais à closer. Tu Ouais. payes en 4, 5, 6 fois, tu le vois pas passer, tu te dis bon, c'est tranquille, tu vois. Ouais, j'ai 6 mois J'ai devant 6 moi. mois devant moi, j'ai pas tout mis. Tu mets 3, 4, J'ai 5 cas 6 d'un mois coup, devant moi. tu vas tout faire pour les rentas. Tu mets 200, Bien sûr. 300, 400, ouais, vas-y, c'est bon, c'est rien, Il y tiens. a, il y a une C'est phrase rien. pour ça, c'est quand tu dépenses en dehors de ta zone de confort financier, tu crées un niveau de créativité et d'urgence Bien sûr, qui te pousse à rentabiliser. bien sûr, Parce qu'en fait, là, c'est inconfortable. Et tu veux vite retomber sur tes pattes, tu vois. c'est clair. C'est clair. Mm. Et pour rebondir là-dessus, tu sais, généralement, ce qu'on dit, c'est que plus tu investis, parce que en tant qu'entrepreneur, on investit tout le temps. Tu vois, moi, j'ai investi plusieurs dizaines de milliers d'euros dans des accompagnements. Plus tu investis, tu n'apprends pas des choses nouvelles. Non. Ouais. C'est Ouais. juste que plus tu payes cher, plus tu prends en compte les informations et plus tu les implémentes, plus tu implémentes les détails. Tu vois. J'ai fait un contenu dessus tout à l'heure. C'est vrai. J'ai fait un contenu dessus tout à l'heure. J'ai payé 30 000 euros pour avoir des informations que je pouvais avoir gratuitement sur YouTube. Bien sûr. Par contre, les informations sans implémentation, ça apporte Ça sert à rien. absolument rien. Parce que la réalité, c'est quoi? Là, je peux te donner une recette. De A à Z, tu as la recette, exactement la recette et son déroulé. Mais si tu ne me vois pas la faire, et que tu vois pas le petit geste que j'ai fait, parce que j'ai entendu la poêle crépiter, et je me suis dit, ah ok, la poêle elle a crépité, quand la poêle a crépite, boum, j'ai un réflexe, je fais ça. En fait, tu vas pas avoir ce détail. Ouais. Et ce détail, il va tout changer dans ta recette. Et finalement, il faut que tu vois des gens qui ont ce niveau d'éthique de travail, qui ont ces standards de performance pour pouvoir les copier. Parce que finalement, en tant qu'être humain, bah, aujourd'hui, on parle parce qu'on a appris à copier nos parents. Dans un premier temps, tu vois, on marche parce qu'on a appris à copier nos parents. Et en fait, on est en capacité de pouvoir copier un comportement. Donc pourquoi ne pas l'utiliser, Bien tu sûr. vois, en ayant des comportements de personnes qui ont réussi à atteindre ce que toi tu veux. C'est clair. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, il faut toujours écouter des conseils de personnes qui ont la situation que tu souhaites, qui Hmm. en sont là où tu souhaites, tu vois. Toujours, 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 c'est un truc hyper pertinent. Bon, merci beaucoup Anthony pour cet échange, c'était hyper cool. Et ce qui est encore plus cool, tu sais ce que c'est? Bon, en tout cas, merci Anthony pour cet échange, c'était hyper cool. Franchement, c'était bien de te recevoir. On pourra préparer une deuxième partie. Il y a une deuxième partie qui arrive même milieu du mois, fin du Ouais. mois. Milieu du mois. Ouais, qu'on pourra retrouver sur ta Milieu- chaîne. Je mettrai le lien en Ouais, description dès qu'il sera dispo. ouais, avec plaisir. Et d'ailleurs, bah, je pense que avant de se quitter, avant de les quitter aussi, je pense qu'on pourrait leur apporter un peu de perspective sur bah, comment te retrouver. Si par exemple, moi je suis un infopreneur, j'ai envie de te retrouver, j'ai envie de mieux closer mes deals, de collecter plus de cash, comment je fais et comment ça se passe. Yes, bien sûr, tu as tous les liens qui seront directement en description. Donc si tu veux pouvoir améliorer ton niveau en vente et enfin convertir et potentiellement après même passer par Anthony pour la suite pour pouvoir recruter des head of sales et gérer toute cette partie-là, tu trouveras mon lien en description et tes réseaux aussi en description. Anthony, je vais mettre tout ça. Ton Insta, je sais pas si t'as LinkedIn aussi. Ouais, LinkedIn, ouais. Insta, YouTube. Et YouTube. bah, on pourra tout simplement t'aider à développer ton activité. Bah avec Mais le plaisir. mieux, passe d'abord par Anouk. Passe d'abord par Anouk parce qu'aujourd'hui, si tu as du volume de leads et que la conversion n'est pas bonne, bah, le plus important, c'est que tu puisses les convertir. Donc, sois dans cette position proactive de te dire, ton business, c'est ta responsabilité. Il n'y a personne qui va te sauver. C'est pas un closer qui va te sauver. Apprends à closer tes propres deals. Du coup, passe par madame et à la suite de ça, tu seras en mesure de pouvoir collecter plus de cash. Ouais, c'est clair. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ta présence, pour ce beau message aussi. Franchement, c'est top d'avoir quelqu'un qui a cette expérience et ce background. C'est cool, franchement. En tout cas, je te remercie. On se retrouve pour le prochain podcast.